nous quittons la nature, mais nous aurions pu ne pas la quitter, puisque Irène Ekayatso, qui vient nous parler maintenant des laïcs et de la philosophie, qui est directrice de recherche au CNRS et membre du LEM, à savoir du laboratoire d'études des monothéismes, est connue largement pour ses travaux sur Macrobe, précisément, sur les lectures médiévales de Macrobe. Donc, deux spécialistes de la nature se parlent maintenant, mais celle-ci parlera des laïcs et de la philosophie, un thème que nous n'avons pas du tout abordé jusqu'ici, et dont je suis très impatient de vous entendre traiter, cher ami. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, pour avoir accepté le titre de ma communication, et j'attaque tout de suite. Rodenbach a été le premier historien de la philosophie qui s'est penché sur les laïcs et la philosophie au Moyen-Âge, en publiant 3 livres sur cette question: Laien in der Philosophie des Mittelalters en 1989, Dont la philosophie et les laïcs en 1996, et avec Catherine Koenig-Pralon, le défi laïque en 2014. Ce dernier vient d'être traduit en italien chez Carocci, La sfida laica. Des historiens de la littérature, entre autres Grundmann et Thompson, s'étaient déjà interrogés sur l'éducation des laïcs au Moyen-Âge. La littérature laïque, notamment en langue vernaculaire, quant à elle, avait déjà fait l'objet d'études et d'éditions dès la fin du XIXe siècle. Rodenbach a focalisé son attention sur la philosophie, avec toute l'ambiguïté que cela implique, puisque la philosophie au Moyen-Âge était plus élargie, englobait plus de disciplines que la philosophie enseignée actuellement à l'université. C'est ce que nous avons dit ce matin. La réflexion de Rodenbach a comme point de départ les travaux d'Yves Congar sur l'histoire de l'Église et le rôle des laïcs dans l'Église au Moyen-Âge, puisque c'est précisément dans des textes de ou liés au droit canon que l'on relève à partir du XIIe siècle une distinction bien formulée entre les laïcs et les clercs. Rodenbach écrit: il est improbable que la division de la société médiévale en clerici et laici n'ait exercé aucune influence sur les contenus et les œuvres qui intéressent l'histoire de la philosophie. Certains débats et certaines discussions ne se comprennent que sur fond d'une opposition qui détermine profondément la vie politique et intellectuelle au Moyen-Âge. Existe-t-il une philosophie de laïcs, pour laïcs? Quel rapport existe-t-il entre l'état laïque du destinataire ou de l'auteur et la philosophie enseignée par les laïcs ou pour eux? Rodenbach a donc décidé de recenser les auteurs et les destinataires laïcs d'ouvrages philosophiques, je cite, qui a écrit un texte et pour qui il a été écrit, en se bornant au XIIIe et XIVe siècle. Le laïc est aussi celui qui n'appartient pas à l'institution universitaire, bien sûr en référence à une situation propre à l'Université de Paris, qui prévoyait dès sa fondation un statut clérical pour ses membres qui bénéficiaient du privilegium fori, à savoir le privilège d'être soumis au tribunal ecclésiastique. L'autre indicateur est l'utilisation de la langue vernaculaire qui permet de s'adresser à des gens qui ne connaissent pas le latin. Enfin, les laïcs ont un intérêt majeur pour la philosophie pratique, éthique et politique, ainsi que pour la rhétorique, considérée dans le sillon de Cicéron une partie de la scientia civilis. Si on en vient maintenant au XIIe siècle, la définition de laïc comme n'appartenant pas à l'université ne marche pas. Puis, la langue latine était encore connue par les élites, princes et seigneurs, et dans le cas de l'Italie, juristes, juges et notaires. D'où le recours non systématique aux langues vernaculaires dans la production philosophique destinée aux laïcs. Le penchant pour la philosophie pratique
se rencontre aussi chez les laïcs du XIIe siècle. Mais l'intérêt pour la cosmologie, la météorologie, en somme, les questions naturelles, est très fort. Les auteurs italiens laïcs sont, quant à eux, très calés dans les questions théologiques. On verra ça plus tard. C'est justement au XIIe siècle que la différence entre les clercs et les laïcs est ouvertement formulée. Dans le décret de Gratien sont esquissés les droits et les devoirs des clercs et des laïcs. Nous sommes dans le domaine du droit canon. Ce texte, élaboré en Italie sur une longue période, a connu plusieurs remaniements, dont le dernier remonte aux années 1140. La distinction entre clerc et laïc se lit dans la deuxième version, et il s'agirait, selon Luigi Prosdocimi, d'une première absolue. Cette distinction ne se trouve dans aucune collection de droit canon médiéval. Alors, c'est une citation un peu longue, donc moi je vous lis le texte français, mais c'est important en fait de comprendre la première occurrence de cette distinction chez Gratien. Donc, il y a deux genres de chrétiens. Le premier genre est en effet voué à l'office divin et réservé à la contemplation et à la prière. Il convient qu'ils vivent loin du bruit du monde. Ce sont les clercs, ceux qui sont consacrés à Dieu. En effet, kléros en grec se dit sort en latin. Ces hommes sont appelés clercs parce qu'ils sont élus par le sort. Dieu les a tous choisis. Ce sont des rois car ils se dominent et règnent sous les autres par les vertus. Leur règne est en Dieu. On le signifie par la couronne sous la tête. En fait, c'est la tonsure. L'Église romaine leur donne cette couronne en signe du royaume qui se réalise dans le Christ. La tonsure de la tête, en vérité, désigne le renoncement aux biens temporels. Ils doivent se contenter d'avoir de la nourriture et un vêtement, et ils n'ont pas de propriété personnelle, et ils ont tout en commun. Il y a un autre genre de chrétiens, tels que les laïcs. Laos, en effet, signifie peuple. À cela, il est permis de posséder des biens temporels, mais seulement pour les besoins de l'usage. Rien n'est plus misérable, en effet, que de mépriser Dieu pour l'argent. Ils sont autorisés à se marier, cultiver la terre, juger entre les hommes, plaider, déposer des offrandes sous l'autel, payer les dîmes. Ainsi, ils peuvent se sauver à condition qu'ils évitent les vices en faisant le bien. Le décret de Gratien vise donc à fixer la place des clercs et des laïcs qui, dans le sillon de la réforme grégorienne, sont assimilés aux gens mariés, ordo conjugatorum. C'est une question strictement de droit. Il n'y a pas de référence à la culture des deux genres de chrétiens. Le De Sacramentis Christiane Fidei, duc de Saint-Victor, écrit vers 1140, parle de l'Église comme du corps du Christ, dont les clercs et les laïcs constituent les membres. Les laïcs à gauche mènent une vie charnelle, les clercs à droite mènent une vie spirituelle. L'opposition entre clercs et laïcs à l'intérieur de l'Église est ressentie comme une menace contre l'unité des fidèles par Ugo Speroni. C'est un juriste et homme politique de la ville de Plaisance. Nous n'avons que le traité de Maître Vacarius, juriste lui aussi, écrit vers 1185, qui réfute les thèses de Ugo Speroni. La distinction clerc-laïque prend une autre tournure chez Philippe d'Arvent, où l'on trouve en effet l'opposition entre le clerc lettré et le laïc illettré. Dans une lettre au comte de Flandre, en 1168, Philippe explique que l'étude des lettres n'est pas réservée aux clercs et que le prince, loin du bruit et des affaires militaires, doit pouvoir prendre un livre dans lequel il se regarde comme dans un miroir. Les lectures doivent encourager le prince au comportement vertueux. Dans le
dans le De Institutione Clericorum, Philippe de Harvent oppose le miles litteratus au clerc illettré. Clerc n'est pas celui qui a reçu les ordres, mais celui qui est lettré, celui qui connaît le latin et la littératio. Et au contraire, il est laïque s'il est illettré. Le terme clerc est tout aussi polysémique donc que le mot laïque. Grundmann et Conger avaient déjà réuni plusieurs occurrences du mot laïque qui étaient très souvent l'équivalent d'illettré. L'illettré est celui qui ne connaît pas le latin ou bien qu'il peut le comprendre à l'oral, mais il ne sait pas le lire ou l'écrire. Je ne peux pas vous donner toutes les occurrences ici. Ce que je retiendrai de la documentation que j'ai examinée est, d'abord, dans les textes produits dans la péninsule italienne au XIIe siècle, la distinction entre clerc et laïque n'est pas culturelle, mais c'est une affaire de droit et de place dans la société chrétienne. Au nord des Alpes, l'enjeu culturel est en revanche présent. De toute évidence, les clercs avaient le monopole des lettres au XIIe siècle, mais un nouveau dynamisme se met en place. Il existe désormais des laïcs lettrés qui sont un véritable moteur culturel. Il y a bien évidemment, comme toujours et comme partout, des gradations. Il n'y a pas le lettré et l'illettré, le haut et le bas, mais des niveaux différents, le moyen lettré, le moyen illettré. Après ce long préambule, arrivons donc à nos laïcs philosophants. La documentation que j'ai pu réunir montre que, dès le XIIe siècle, les cours des seigneurs et des princes sont des lieux où l'on pratique la philosophie, où l'on soutient l'activité philosophique et littéraire. Quelques exemples pour vous donner une idée de la portée du phénomène. Et je m'excuse parce que c'est un peu une liste, mais c'est obligé. Donc, commençons par la cour de Normandie, où Guillaume de Conches s'établit, à se dire après avoir enseigné pendant plus de 20 ans, en tant que précepteur des enfants de Geoffroy le Bel, duc de Normandie. L'aîné deviendra roi d'Angleterre en 1154, Henri II Plantagenet. Guillaume dédie le Dragmaticon Philosophiae à Geoffroy le Bel dans les années 1147-1149. Il s'agit d'un dialogue entre le philosophe, Guillaume de Conches, et le duc. Très probablement, c'est la première œuvre philosophique écrite pour un seigneur laïque qui, de surcroît, est l'un des deux protagonistes. Geoffroy le Bel est très cultivé, il connaît le latin, et on dit de lui qu'il est optime litteratus inter clericos et laicos facundissimus. Quel type de philosophie faut-il adresser à un laïc philosophant, c'est-à-dire à quelqu'un qui n'est pas philosophe de profession et qui est cependant cultivé? Mis à part quelques définitions basiques, la logique et la théologie sont peu présentes dans le Dragmaticon Philosophiae. La cosmologie, les questions naturelles concernant la météorologie, la physiologie et la médecine se taillent la part du lion. Une autre caractéristique sur laquelle je me permets d'attirer votre attention est la présence de figures, des diagrammes explicatifs que Guillaume de Conches a prévus pour ses lecteurs dans un but didactique. Comme vous pouvez le voir dans la figure sous les éléments et les sensuji, Guillaume écrit dans le texte. Donc, je lis directement la traduction française. Mais puisqu'on retient davantage les choses qu'on voit avec ses yeux, une description des deux sensuji a été réalisée. Les figures sont très nombreuses dans le Dragmaticon. Cela devient un trait distinctif des ouvrages destinés à des laïcs dans les siècles successifs. Adélard de Bath, en tout état de cause un laïc, est connu surtout pour ses questions naturelles, écrites pour son neveu en forme de dialogue.
Adélard rejoint la cour de Normandie, on ne sait pas trop quand, et il dédie le De Opere Astrolapsus à Henri, donc le fils aîné de Geoffroy le Bel, dans les années 1149-1150. La cour des Normands de Sicile est un foyer culturel où sont réalisées des traductions de l'arabe et du grec. L'amiral Eugène, un haut fonctionnaire laïque, traduit de l'arabe l'optique de Ptolémée. Henri Aristippe, dans la préface de sa traduction du Phédon, fait l'éloge de la cour de Guillaume Ier à Palerme et il écrit « Les mots du roi sont comme des maximes philosophiques ». Dans la préface à la traduction du Ménon, Aristippe affirme qu'il a mis de côté, donc pour traduire Platon, il a mis de côté la traduction de Grégoire de Nazianze, voulue par Guillaume Ier, et celle de l'avis des philosophes de Diogène Laërce, demandée par le grand amiral Maione et l'archevêque de Palerme. Maione de Bari est un personnage très intéressant. D'abord notaire, il devient ensuite chancelier royal, un poste réservé d'habitude aux ecclésiastiques, pour finir grand amiral, c'est-à-dire l'homme le plus puissant après le roi. Maione demande à Laborante d'écrire pour lui un traité philosophique sur la justice, De Justitia et Justo, mais il est surtout l'auteur d'un commentaire sur le Notre Père adressé à son fils Stéphane. Écrit entre 1154 et 1160, ce commentaire révèle des compétences dans le domaine théologique et philosophique hors du commun. Les cours d'Île-de-France de Louis VI et de Louis VII ne sont pas un foyer pour les lettres et la philosophie. Quant à Philippe Auguste, il reconnaît par décret royal l'existence de l'Université de Paris, mais il n'est pas à l'origine, il n'est pas le fondateur de l'université. Charles Haskins avait esquissé un tableau remarquable de la production littéraire à la cour d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine. Des intellectuels tels que Giraud de Bari et Pierre de Blois travaillent comme clercs du roi à la cour ou bien dans l'administration. Gauthier Mapp et l'astronome et astrologue Roger d'Herford sont des juges itinérants envoyés par le roi résoudre des questions judiciaires partout dans le royaume. Les auteurs qui gravitent autour d'Henri II font l'éloge de sa culture, de son amour pour la lecture. Flatterie, c'est possible. Quoi qu'il en soit, c'est dans le contexte anglais qui se répand l'idéal du prince bien éduqué. L'adage Rex illiteratus asinus coronatus, le roi illettré est un âne couronné, se rencontre pour la première fois chez un auteur anglais, Guillaume de Malmesbury, dans le Gesta Regum Anglorum. L'éducation du prince fait l'objet du Liber de Principis Instructione que Giraud de Bari adresse à Henri II. Il appartient au genre des miroirs des princes. Robert de Cricklade écrit pour Henri II une De Floratio Plini, un compendium de l'histoire naturelle de Pline. D'autres ouvrages ne relèvent pas de la philosophie, même d'une philosophie élargie, donc je ne les mentionnerai pas à cette occasion. C'est dans l'entourage des Plantagenets qu'il faut situer le roman de philosophie, une adaptation en anglo-normand de la Consolation de philosophie, effectuée par le clerc Simon de Fresnes. J'ouvre une parenthèse pour préciser que la Consolation de philosophie est le texte philosophique le plus répandu parmi les laïcs philosophants, traduit à maintes reprises dans les langues vernaculaires européennes. Le planctus, la consolatio, la poésie et le dialogue sont les formes d'écriture philosophique le mieux adaptées aux laïcs philosophants, les philosophes non professionnels. Simon de Fresnes définit son roman de philosophie en écrit et de confort. Comme dans la tradition philosophique antique, la philosophie est conçue comme médecine de l'âme.
Passons rapidement à la cour des Stauffer. En 1165, le juge Burgundio de Pise traduit le De Natura Hominis de Nemesius Demese pour Frédéric Barberousse. Dans la préface, Burgundio affirme vouloir traduire un texte de météorologie et d'autres traductions latines. Nous n'avons pas d'indices sur la mise en œuvre de ce projet et apparemment la proposition de Burgundio est tombée à l'eau. En tout cas, Godefroy de Viterbe écrit plusieurs ouvrages pour le fils de Frédéric Barberousse, le futur empereur Henri VI, qui est le père de Frédéric II, le très célébré Frédéric II. Donc en 1183, le Speculum Regum pour l'éducation du prince. D'autres versions remaniées suivent jusqu'au Panthéon, qui est encore inédit. Dans les années 1190-1195, la première somme théologique et philosophique en moyen haut allemand voit le jour, le Lucidarius, écrit pour un public laïque. Parmi ses sources, le Lucidarium et l'Imago Mundi de Honorius d'Autun et la Philosophia de Guillaume de Conches. Une autre cour que je voudrais mentionner ici est celle du comte de Champagne, Henri le Libéral, et de sa femme Marie. Vers 1160, le comte commence à mettre sur pied sa bibliothèque en prenant conseil auprès de Nicolas de Montier-Ramé, ancien secrétaire de Bernard de Clairvaux. Patricia Stirnemann travaille depuis plusieurs années à la reconstitution de la bibliothèque. La plupart des volumes ont été écrits par des copistes laïques dans des ateliers spécialisés. Il s'agit d'un autre aspect important. Au XIIe siècle, des ateliers réalisent des manuscrits pour un public laïque. Le Contari est Litteratus, c'est ainsi que Philippe de Harvent l'appelle, et il adresse 5 questions théologiques à Jean de Salisbury, à l'époque où ces derniers étaient en exil à Reims. Jean répond seulement à 3 questions. Marie de Champagne, donc la femme d'Henri, est la protectrice de Chrétien de Troyes. Elle est l'une des protagonistes du De Amore d'André Le Chapelain, le best-seller de l'amour courtois. Je termine ce tour d'horizon rapide avec Byzance. Dans les années 1120-1130, Anne Comnène, la fille de l'empereur Alexis Ier, est la promotrice des études aristotéliciennes à Byzance. Michel d'Éphèse était l'un de ses intellectuels proches d'Anne, laquelle avait personnellement conçu le projet de commenter l'œuvre zoologique d'Aristote, ainsi que la politique et la rhétorique, commentaire effectué par Michel d'Éphèse. C'est très vraisemblablement Anne, la princesse, qui a demandé à Eustrate de Nicée de commenter l'Éthique à Nicomaque. Une femme laïque, très cultivée, a donc largement contribué à la redécouverte d'Aristote à Byzance et par conséquence en Occident. L'intérêt pour la politique et l'éthique grandit considérablement au XIIe siècle. Il y a un rapport évident avec le renouveau des études sur la rhétorique qui démarre au XIe siècle. Le commentaire de Marius Victorinus sur le De Inventione Ciceronia explique que l'éloquence fait partie de la scientia civilis. Chaque science utile à la communauté doit être appelée civile, d'après Guillaume de Champeau, auteur d'un commentaire sur le De Inventione encore inédit. Et Thierry Chartres, dans son propre commentaire au De Inventione, dit que la rhétorique est partie de la science, de la scientia civilis. À la politique, il faudrait consacrer une étude d'ensemble spécifique. Quelques pistes anciennes et nouvelles. Le Polycraticus de Jean de Salisbury, achevé en 1159, présente une conception organiciste de l'État dont le prince est la tête. Il décrit ensuite le prince idéal, à partir de l'éducation qu'il doit recevoir, les vertus, son rôle. Jean insère une lettre soi-disant de Plutarque, adressée à l'empereur Trajan, une sorte de speculum principis. En fait, c'est Jean lui-même qui a écrit cette lettre à l'allure antiquisante. Ça, c'est un aspect, on n'en a pas parlé, mais les auteurs du XIIe siècle s'amusent à fabriquer des faux. Le Liber de Principis Instructione de Giraud de Bari est un speculum principis, tout comme le Secretum Secretorum Pseudo-Aristotélicien, qui se présente comme une longue lettre
écrite par un Aristote très âgé à son ex-disciple Alexandre, en touchant des sujets tels que l'éthique, la politique, la physiognomonie, la médecine. Une première traduction très partielle de l'arabe, effectuée par Jean de Séville vers 1120, à l'intention de la reine du Portugal. En concomitance avec cette traduction, le mythe d'Alexandre le Grand se répand dans la littérature en langue vernaculaire. Alexandre est le souverain idéal avec pour précepteur le grand philosophe. Alexandre est aussi le protagoniste de l'Alexandresse de Gauthier de Châtillon. Et puis, par la suite, grâce à la traduction intégrale de Philippe de Tripoli des années 1230-1240, traduite à son tour en de nombreuses langues vernaculaires, le succès d'Alexandre et Aristote est immense. Et il ne faut pas oublier que le Secretum Secretorum est l'ouvrage aristotélicien le plus répandu. Écrit vers la moitié du XIIe siècle, le Moralium Dogma Philosophorum est une sorte de manuel destiné à un jeune sur le point d'entrer dans la vie active, très probablement un seigneur laïque, qui doit exercer un pouvoir temporel, puisqu'aucun aspect de la vie peut se passer de l'éthique, ni la vie privée, ni la vie publique. L'auteur et le destinataire demeurent inconnus. Plusieurs hypothèses ont été avancées par les spécialistes, mais aucune ne l'a importé. Dans les manuscrits plus tardifs, le Moralium Dogma Philosophorum est attribué à Guillaume de Conches ou à Gauthier de Châtillon. Ce texte contient des extraits et des citations d'auteurs païens. Sa source principale est le De Officiis, que Cicéron avait rédigé pour son fils entrant dans la vie active, suivi du De Inventione et du commentaire sur le songe de Scipion de Macrobe. Le Moralium Dogma Philosophorum présente les 4 vertus cardinales, donc prudence, tempérance, force et justice, et leur subdivision selon les schémas de Macrobe. Pour Macrobe, ce sont les 4 vertus politiques de l'homme politique, ce que répète également l'auteur du Moralium Dogma Philosophorum. La prudence comprend par exemple la circonspection, la précaution, la prévoyance, la précaution, l'ouverture d'esprit, et ainsi de suite. La force comprend la magnanimité, la constance, la tolérance, etc. L'auteur du Moralium Dogma Philosophorum modifie la classification macrobienne. La justice est un premier maintenant. En effet, c'est une vertu très importante pour les laïcs. Alors, maintenant, si je veux conclure, je peux affirmer que c'est principalement dans les cours, un peu partout en Europe, que la philosophie pour les laïcs, non religieux ou non lettrés, est pratiquée selon la sensibilité plus ou moins prononcée du seigneur ou du prince, qui souvent est aussi le destinataire de l'ouvrage philosophique. Le laïc est dans ce cas un acteur passif. Nous avons également les juristes italiens, laïcs et cultivés, Ugo Speroni, Maione da Bari ou Burgundio de Pisa, et anche Ugo Eteriano, qui est laïque jusqu'à 1 an avant sa mort, lorsqu'il est nommé directement cardinal. Les jeunes Italiens qui voulaient entreprendre une carrière de notaire avaient l'obligation de suivre au moins pendant 2 ans une école de grammaire. Les clercs n'étaient pas les seuls à connaître le latin en Italie. Bien évidemment, il est toujours question de niveau. Donc, Burgundio de Pise n'était pas un juge quelconque. Ce n'est pas avec 2 ans d'école de grammaire qu'on va traduire Aristote. Bon, donc Burgundio est resté laïc toute sa vie, père de ses enfants, 6 enfants. Ce qui est bien aussi. Père de 6 enfants. Il a traduit l'Éthique à Nicoma, qui est le traité sur la génération et de la corruption, ainsi que de nombreux traités de Galien, le traité sur la nature de l'homme de Némésius d'Émèse. Il s'agit d'une particularité toute italienne, celle des juristes, des notaires et des juges laïcs et lettrés. Elle continue au XIIIe siècle, avec Brunet Latin, notaire, et Bono Giamboni, juge, entre autres. Quel type de philosophie pour les laïcs au XIIe siècle? Les questions touchant à la philosophie naturelle, surtout en France. Les juristes italiens ont des grandes compétences en plusieurs domaines.
Je remarque la familiarité avec les questions théologiques, Ugo Speroni, Maione da Bar et Burgundio de Pise, qui traduit le Défi des orthodoxes de Jean Damascène. En Angleterre, l'intérêt pour la philosophie pratique, surtout la politique en tant qu'art de la gouvernance. Dès le XIIe siècle, les laïcs se font les promoteurs d'une production philosophique spécifique à leur image et de ce fait, ils sont protagonistes de transformations sociales et culturelles. Au XIIIe siècle, la demande des laïcs, les gens du monde, les classes supérieures qui ont le pouvoir économique et politique se fait pressante. Une floraison de petites encyclopédies, l'expression est de Pierre Michaud-Quentin, avec le but de vulgariser la science, voit le jour. C'est un fait connu. Ce qui est un peu moins connu est que ces ouvrages sont pour la plupart des mises à roman ou des adaptations d'ouvrages écrits au XIIe siècle. En effet, ces ouvrages n'ont pas toujours trouvé une place dans les programmes des universités médiévales ou situés dans un curriculum, le Dragmaticon Philosophiae de Guillaume de Conches ou la Cosmographia de Bernard Sylvestre. C'est alors auprès des laïcs, hors du système, c'est-à-dire hors institution universitaire, que la philosophie du XIIe siècle continue d'exister. Quelques pistes. Le livre de Sidrac, Placide et Timéo, L'image du monde de Gossuin de Metz, les 3 livres de philosophie en vernaculaire écrits au XIIIe siècle, utilisent des stratégies d'écriture, et ça c'est une phrase de Konoshi Bogne, qui prépare l'édition de Gossuin de Metz, donc des stratégies d'écriture pour capter l'attention des lecteurs empruntés à des textes plus anciens rédigés en langue latine. L'image du monde, qui emprunte son titre à l'Imago Mundi d'Honorius d'Autun, puise dans les œuvres de Guillaume de Conches. Pétrarque s'est beaucoup inspiré de l'Historia Calamitatum d'Abélard pour son De Vita Solitaria. Vers 1337, il en avait acquis un manuscrit, daté du milieu du XIIIe siècle, aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France. Dans l'invective intitulée Contra eum qui maledixit Italia, Pétrarque évoque l'épisode de la condamnation de Pierre Abélard, ainsi que la réponse écrite par Béranger de Poitiers, le disciple d'Abélard. Une traduction de l'Historia Calamitatum et de quelques lettres échangées avec Héloïse a été attribuée à Jean Demain, qui, dans la préface à la traduction de la Consolation de philosophie pour Philippe le Bel, affirme « Translater de latin en françois la vie et les épîtres Pierre Abélard, Héloïse, sa femme ». La Rhetorica de Brunet-Latin est en effet un commentaire des 11 premiers chapitres du De Inventione Cicéron, qui puise dans un commentaire anonyme sur le De Inventione du XIe siècle, rédigé pendant les années d'exil de Brunet en France, donc entre 1260 et 1266. La Rhetorica est adressée à un riche florentin rencontré en France. Pouvons-nous affirmer que Brunet a pris connaissance de la riche tradition exégétique française sur le De Inventione cicéronien et sur la Rhetorica de Rhénium en France, tradition qu'il a ensuite introduite en Toscane? C'est possible, c'est à creuser. Les questions naturelles d'Adélard de Bath ont été mises à contribution dans les Questioni philosophiche anonymes, écrites au début du XIVe siècle, à la requête d'un mécène non nommé qui demande un ouvrage en vulgaire. Maestro Alardo revient à plusieurs reprises sous la plume de l'auteur. Les questions naturelles ont été traduites en provençal et en hébreu. Le Dragmaticon Philosophiae de Guillaume de Conches a été traduit en catalan. Le De Amore d'André Le Chapelain est traduit en français par Drouard Lavache en 1290. La traduction du Polycraticus de Jean de Salisbury est réalisée par Denis Foulechat en 1372 à la demande de Charles Quint. Nous avons plusieurs traductions de la Disciplina Clericalis que Pierre-Alphonse avait écrit sous forme de dialogue pour son fils au début du XIIe siècle, en langue d'Oïl, avec pour titre « Chastoiement d'un père à son fils » et une autre version intitulée « Discipline de clergie ». Il existe également
un volgarizzamento toscan anonyme du XIVe siècle. Le Moralium Dogma Philosophorum est utilisé par des auteurs toscans dès la fin du XIIe siècle. Bene da Florence, qui est grammairien, et Albertano da Brescia, qui est un juriste. Il est traduit en français avec le titre Moralité des philosophes et dans d'autres langues vernaculaires. Et nous avons également un volgarizzamento toscan, Libro di Costumanza ou Trattato di Virtù Morali, effectué à partir de la version française anonyme. En fait, il y a eu 5 volgarizzamenti toscans au total. Il s'agit d'un cas de traduction horizontale, c'est-à-dire qu'on traduit d'une langue vulgaire à une autre et non pas de l'original latin. Ça, c'est absolument formidable. Donc l'italien, talento mi è preso di ricontare gli insegnamenti degli filosofi di quella dottrina che è chiamata costumanza, la quale è spanduta per alquanti libri, sicch'io potesse mettere una parte degli loro buoni detti in un piccolo libretto brevemente. De toute évidence, c'est une traduction mot à mot du français. Talent m'est-toi pris que je racontasse l'enseignement des philosophes de cette clergie qui est appelée moralité, laquelle est expandue par plusieurs volumes, si que je puisse une partie de leur bondi mettre un livret brimant. Alors que cette dernière, donc la traduction française, était de toute évidence assez libre. Si vous regardez le texte latin, vous voyez qu'elle a été élaborée, donc il y a des ajouts. On pouvait donc faire des traductions sans connaître le latin, sans être littérati. Et par ailleurs, le succès de ce Moralium Dogma Philosophorum est quand même incroyable et peu explicable, à mon sens. Je termine avec les Lucidarium donc d'Honorius Dautan, qui est l'ouvrage de départ du Lucidarius allemand de la fin du XIIe siècle, nous l'avons dit. Il est traduit en français au début du XIIIe siècle, Lucidaire, et puis en toscan, en milanais, les Lucidario, en danois, en islandais et en moyen anglais. Le Lucidarius allemand subit des remaniements successifs et il est inséré dans le Hausbuch. C'est un livre qu'on garde à la maison qui contient des prières, des lettres, des recettes de cuisine, écrit vers 1350 par Michael de Leone, protonotaire de Würzburg. Le Lucidarius est l'un des textes les plus diffusés et il est imprimé à partir de 1479. On en a recensé environ 90 éditions. J'espère vous avoir convaincu. Les laïcs et la philosophie du XIIe siècle, c'est une longue histoire. Merci.